Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici, donc avec plaisir que j'ai répondu non seulement à l'invitation, et puis en plus j'étais pas invitée sur France Culture, donc ça tombait assez bien. Non, je serais venue, même invitée sur France Culture, même malade, je suis là. J'allais commencer mon propos en parlant en effet de crise de l'accueil, donc c'est bien, vous m'avez fait une première passe décisive. Pour aller un peu vite là-dessus, je voulais juste introduire ce dont je vais parler à partir en effet de cette idée-là, puisque la thématique d'aujourd'hui c'est celle de l'accueil, et d'emblée dire que les travaux que j'ai menés depuis 2015 s'ancrent non pas en effet dans les manifestations d'une crise des migrations, dont on pourrait reparler, mais qui sont très largement déniées, mais en revanche dans les manifestations d'une crise institutionnelle de l'accueil, et je pense que ça me va de le dire comme ça, de dire crise institutionnelle de l'accueil, parce que ce dont nous allons parler, c'est quand même très largement de manifestations d'accueil qui viennent de la société civile et d'ajustements locaux. Je vais y revenir. Alors, cette crise institutionnelle de l'accueil, à l'inverse de la crise dite migratoire, elle est très largement documentée par beaucoup d'observateurs, observatrices, des chercheurs, des chercheuses, des personnes de terrain. Et c'est dans ce contexte, en effet, que j'ai travaillé depuis 2015, à la fois sur le territoire parisien et dans d'autres contextes urbains, des villes petites et moyennes, sur la question des politiques d'accueil et des pratiques d'accueil. Et en fait, moi, je travaillais pas et je parlais pas initialement des problématiques de santé mentale. Elles se sont vraiment, en quelque sorte, imposées à moi dans mon travail. C'est-à-dire qu'à force de rencontrer des personnes qui, manifestement, rencontraient beaucoup de détresse psychique, des personnes exilées, mais aussi à force de rencontrer des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales qui se disaient relativement démunis dans l'accompagnement des personnes exilées face à ces problématiques, ça m'est apparu comme justement une des manifestations centrales des problématiques d'accueil actuelles. Je vais reprendre aussi, enfin voilà, il y a pas, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, parce que à la fois on est tout à fait dans le contexte que vous décriviez, qui est celui de services publics déjà saturés, et qui est celui aussi où c'est bien souvent la société civile, au travers de l'investissement d'associations ou de la mobilisation d'habitants et d'habitantes bénévoles, qui pallie de fait les carences de l'action publique, donc quelque part qui pallie ces déficits de l'accueil institutionnel. Ça, la permanence, c'est un peu le petit nom de la permanence, qui en réalité a un nom un peu plus long, qui s'appelle la permanence d'écoute et d'accompagnement juridique pour les personnes exilées à la rue. Donc cette permanence psy, elle est dans le cadre des missions de veille sanitaire et sociale de Médecins du Monde à Paris. Elle a lieu tous les mardis après-midi. Je vais y revenir un petit peu pour vous dire très rapidement là comment elle fonctionne, et peut-être que d'ailleurs vous la connaissez. Elle est ouverte à toute personne exilée sans condition de statut administratif, et peut-être une des particularités ou une des choses intéressantes, c'est que ils sont bénévoles, non seulement des psychiatres et des psychologues, mais aussi des médecins généralistes et des juristes, ce qui permet en fait de proposer, je vais y revenir, un accueil pluridisciplinaire. Et l'autre chose que je voulais vous dire en introduction, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est que cette permanence psy accueille autour de 400 personnes par an, que les taux de rendez-vous honorés sont particulièrement importants. Alors évidemment, tout ça est une histoire de proportion, donc il faudrait le requalifier. Il me semble que c'est particulièrement important parce qu'ils sont de l'ordre de 60%. Il me semble que c'est particulièrement important parce qu'il s'agit de personnes qui sont en situation la plupart du temps d'errance, en tout cas de forte mobilité, et que donc le fait que 60% d'entre elles honorent leur rendez-vous, viennent aux rendez-vous qui sont fixés, c'est plutôt un facteur de réussite de la permanence psy dont je pourrais reparler. Et c'est d'autant plus, de mon point de vue, important que cette permanence-ci est située dans le 12e arrondissement de Paris. Et donc, voilà, si vous avez à peu près à l'esprit la géographie des lieux de vie des personnes exilées très précaires dans Paris, c'est relativement éloigné des centralités, on va dire, les plus souvent habitées par les personnes exilées. Donc depuis 2021, moi ce que je fais, c'est que je fais une enquête ethnographique au sein de cette permanence psy. Pour dire rapidement la manière dont je travaille, parce que vous allez voir, enfin bon, donc au sein de la permanence psy, ce qu'on qualifie d'enquête ethnographique, c'est l'idée d'être en position d'observation participante, mais en fait c'est plutôt de la participation observante au bout d'un moment. Mais disons que voilà, c'est le fait de participer aux activités de la permanence psy, et en même temps d'être sur place pour observer, documenter, analyser les choses qui s'y produisent, avec la passation d'un certain nombre d'entretiens
à la fois auprès des membres de l'équipe et à la fois auprès des personnes exilées qui viennent consulter. Donc voilà, je pourrais reparler un peu de ça. Ce que je voulais dire tout de suite, c'est que parallèlement, je fais aussi un travail de panorama de l'offre de soins en santé mentale pour les personnes exilées très précaires à Paris, qui m'amène à aller rencontrer d'autres structures que Médecins du Monde, donc bon, notamment les EMPP, mais d'autres dispositifs dans Paris. L'idée étant justement, je vais y revenir un peu dans le propos, de travailler à comment dire, faire une sorte de diagnostic peut-être de ce qu'est l'offre de soins accessible pour ces personnes exilées très précaires à Paris actuellement, et aussi quelles possibilités d'orientation, de partenariat peuvent être mises en place, parce que c'est un enjeu assez important en fait quand on est face à ces publics-là. Voilà. Donc c'est à partir de cette démarche-là que je vais vous parler aujourd'hui, et ce que je vous propose de faire, c'est de développer un propos en 3 temps. Donc, je le redis, mais vous l'avez, je pense, amplement compris, hein, je m'exprime d'un point de vue de sociologue, puisque c'est la discipline que je maîtrise. Donc, voilà, je suis absolument profane, d'une certaine manière, de vos disciplines, sans doute. Mais néanmoins, il me semble qu'il y a des échos qui peuvent être faits. Le fait de parler en tant que sociologue ici, c'est pour ça que, dans un premier temps, ce sur quoi je vais revenir, en fait, c'est sur ce qui m'apparaît comme étant des causes fondamentales de la détresse psychique des personnes rencontrées. Et ces causes fondamentales de la détresse psychique, en fait, elles puissent très largement dans les conditions de vie elles-mêmes, tout à fait inhérentes aux politiques migratoires. Donc, en fait, le premier propos, c'est un peu de tracer la manière dont les politiques dites d'accueil ou les politiques migratoires, pour utiliser un vocable un peu plus large, sont au fondement des détresses psychiques qui conduisent les personnes exilées à venir consulter à la permanence psy. Le deuxième propos, c'est de réfléchir aux effets même des situations de précarité sur les possibilités d'accès aux soins et sur les possibilités notamment de soins des traumatismes antérieurs à l'immigration. Je vais le dire comme ça, puis je reviendrai un peu sur ce que je veux dire. Et puis enfin, ce que je voudrais proposer, c'est quelques éléments qui, à mon sens, sont des marqueurs d'hospitalité, et j'utiliserai le terme d'hospitalité plutôt que celui de l'accueil. Voilà, enfin, on pourra en rediscuter aussi de ces éléments terminologiques, mais c'est aussi quelque part pour distancer un peu justement le vocable de l'action publique, d'une certaine manière, et pour montrer un peu d'épaisseur dans ces pratiques. Donc, pardon, je reviendrai sur, de mon point de vue, ce qui, dans le dispositif de Médecins du Monde, justement, fait hospitalité et générateur d'hospitalité pour les personnes exilées, dans un contexte de non-accueil institutionnel très largement. Donc, c'est plutôt dans cette dialectique-là que je propose la lecture. Donc, pour commencer... alors, je ne sais pas précisément, évidemment, je ne vous connais pas toutes et tous, donc je ne sais pas précisément, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous savent très bien quels sont les symptômes qui motivent les consultations de ces personnes exilées à la rue. On a face à nous des personnes qui sont dans des troubles d'anxiété, voire dans des troubles dépressifs. Et je le dis d'autant plus que finalement, les personnes qui réellement semblent présenter, ou en tout cas expriment d'emblée des troubles qui pourraient s'apparenter à du stress post-traumatique, finalement sont assez minoritaires, en tout cas dans un premier temps, parce que je pense qu'il y a une question de temporalité. Disons, dans cette première consultation, dans cette première arrivée chez Médecins du Monde, ce qui est frappant, c'est quand même de rencontrer des gens qui, avant tout, parlent de ça, problème du sommeil, problème d'angoisse, j'ai mal à la tête, etc. Et quand on creuse un peu, ce qui est mis en avant par ces personnes exilées, à la fois dans les discussions un peu informelles de la permanence psy et dans les consultations. Alors je vous rassure tout de suite, je n'assiste à aucune consultation, hein, bien sûr, mais néanmoins, le fait de faire des entretiens et de travailler avec l'équipe me conduit à recueillir plutôt des informations un peu générales. Et ce qu'on me dit souvent, parce que disait par exemple là une bénévole psychologue, c'est que ce qu'abordent les personnes exilées en arrivant, c'est les souffrances liées au moment présent surtout. En fait, généralement, ces souffrances sont déjà tellement envahissantes que ça prend beaucoup de place dans l'entretien. Et ça, c'est vraiment une chose qui revient aussi dans tous les entretiens que j'ai pu faire avec des acteurs et actrices du soin en santé mentale à Paris, quels que soient les dispositifs, et j'en ai rencontré un certain nombre, une trentaine en tout depuis 1 an. Cette idée que le social envahit tout, là je reprends aussi des expressions qui ont pu m'être adressées, ou que les dimensions sociales embolisent les consultations. Une idée importante, et finalement ce que ça révèle, c'est que les praticiens, les praticiennes sont directement des témoins des effets des politiques migratoires, des conséquences directes des politiques migratoires sur la condition psychique des personnes exilées. Alors,
de ce point de vue-là, évidemment, les choses sont intriquées, mais il me semble intéressant de, quand même, du point de vue de l'accueil, de un peu, comment dire, essayer de décortiquer ce qui va générer cette angoisse ou cette détresse psychique. Alors, je le fais sans qu'il y ait nécessairement de hiérarchie entre les items que je propose, mais je voulais mettre en avant quand même le caractère fondamental, à mon avis, des problématiques d'habitat, ou plus, pour le dire autrement, de mal logement plutôt, ou de vulnérabilité résidentielle, pour reprendre une autre terminologie plutôt de sociologie. Pourquoi ? Parce que la majorité des personnes qui viennent à la permanence psy sont des personnes qui dorment à la rue depuis longtemps, ou qui ont fait des passages par la rue, ou qui retournent à la rue. Là, évidemment, il y a tout à fait une articulation à faire avec l'histoire parisienne, qui n'est pas uniquement parisienne, mais bon, là on parle de Paris, l'histoire parisienne des campements collectifs de personnes exilées dans l'espace public, qui existent depuis 2015, sans faire un historique très long, en fait. Simplement, ce qu'on voit très bien quand on observe ces dynamiques depuis 2015, c'est qu'elles sont le symbole d'un cycle à la fois installation de campements de rue, puis évacuation. Évacuation, c'est la terminologie de l'action publique à nouveau, hein, mais qui dit évacuation dit en théorie proposition de mise à l'abri, vous devez connaître ça très bien. Il y a encore eu hier ce qui a été qualifié d'évacuation, mais avec aucune mise à l'abri proposée pour des mineurs non accompagnés, surtout les quais de Seine. Là, vous mentionniez la problématique des Jeux Olympiques. En fait, je pense que les Jeux Olympiques, c'est une forme d'accélérateur ou de révélateur justement d'une dynamique qui est en réalité à l'œuvre depuis 2015. Et vous mentionniez aussi tout à l'heure les travaux que j'ai pu mener avec d'autres sur les violences policières. En fait, ces violences policières... pour commencer, je pourrais parler de harcèlement policier, et en effet, ça prend la forme d'un certain nombre de violences, mais l'idée, c'est vraiment que la police intervient pour disperser et pour rendre invisibles les personnes exilées. Ça s'accompagne aussi de pratiques d'urbanisme dissuasif que vous avez peut-être déjà repérées, comme le fait de poser des grillages dans des espaces publics vides après les évacuations de campements, le fait de poser des grosses pierres... il y en a en ce moment sous le pont Charles de Gaulle, à côté d'Austerlitz, qui fleurissent après chaque nouvelle évacuation. Voilà, donc c'est tout un dispositif qui est quand même un dispositif d'action publique, c'est pour ça que je le souligne, hein, que ce soit l'intervention policière ou l'intervention par l'aménagement, un dispositif d'action publique que vivent directement les personnes exilées et qui les contraint à se cacher, à se disperser, à être le moins visible possible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles investissent aussi des lieux de plus en plus dangereux, de plus en plus cachés, dans lesquels l'aide est plus difficile aussi. Et donc, évidemment, ça fragilise beaucoup les personnes au plan psychique et au plan physique aussi. Ça, c'est une situation qui est un peu courante et que vous connaissez sans doute très bien. Une autre situation qui revient beaucoup quand même dans les motifs de consultation, c'est les personnes exilées qui sont hébergées dans des structures institutionnelles collectives. Donc là, c'est directement aussi dans le cadre du DNA, le dispositif national d'accueil. À nouveau, on revient à la problématique de l'accueil par l'action publique. Donc ça, c'est des situations un peu particulières, j'y reviendrai. Et puis, il y a aussi évidemment toutes celles et ceux qui ne parviennent pas à avoir accès à des dispositifs institutionnels d'accueil, mais qui donc sont, alors soit n'ont pas d'autre choix que d'être hébergés par des marchands de sommeil ou par des tiers, plus ou moins scrupuleux d'ailleurs. Hein, bon. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que toutes ces situations donc, de vulnérabilité résidentielle créent des formes d'angoisse qui sont liées à la fois à l'instabilité résidentielle, évidemment, qui sont un peu inhérentes à ces types d'habitat, mais aussi à tout un tas de facteurs comme l'insécurité dans les logements, le manque de confort, la cohabitation contrainte. Les problèmes de cohabitation sont quand même assez fréquemment énoncés comme des problématiques qui sont au-delà d'un simple stress. Alors je voulais parler d'un monsieur, d'un jeune homme afghan qui vient beaucoup à la permanence psy depuis 2019. Donc on reparlera après si vous voulez des temporalités de suivi, mais voilà, lui en l'occurrence ça fait déjà très longtemps qu'il vient. Et en 2021, enfin il avait passé 2 ans à la rue à Paris, puis ensuite ça faisait plus d'1 an qu'il était hébergé dans un dispositif institutionnel collectif. Et il se trouve qu'il partageait sa chambre avec un autre monsieur afghan avec qui il s'était autrefois très bien entendu. Mais en fait, à chaque fois qu'il venait à la permanence psy, ce qu'il racontait, c'est qu'il ne supportait plus de dormir avec ce monsieur, qui lui-même faisait des cauchemars atroces, donc qui le réveillait chaque nuit en hurlant. Et donc non seulement le privait de sommeil, mais en plus qu'il avait l'impression d'être lui-même renvoyé à ses angoisses insoutenables. Il évoquait des idées suicidaires à ce sujet, en disant qu'il n'en pouvait plus, qu'il était désespéré, qu'il fallait qu'on l'aide à trouver autre chose, un autre logement, etc., etc. Et ça a duré très très longtemps dans cette forme-là.
une autre histoire que je voulais raconter sur une question plutôt d'insécurité et de mise en danger, mais que je trouvais assez parlante. C'est l'histoire d'un monsieur qui est arrivé de Bamako il y a bien plus longtemps d'ailleurs que le jeune homme afghan, puisqu'il est arrivé en 2004 à Paris, mais qui a assez peu connu la rue. En revanche, il a beaucoup vécu chez des marchands de sommeil. Et quand je le rencontre, il m'explique justement être hébergé dans le 18e. En fait, je comprends assez vite qu'être hébergé, c'est-à-dire quand même moyennant une petite somme d'argent. Et il m'explique que dans l'endroit où il vit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau. Et puis, il parle du fait qu'il est très angoissé et qu'il vient à la permanence psy parce que récemment, on lui a... comment est-ce qu'on appelle ça? On l'a amputé, voilà, on l'a amputé d'un doigt de pied. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait, ce qu'il expliquait, c'est que il était devenu totalement maniaque là où il habitait parce qu'il considérait que l'amputation de son doigt de pied était liée au fait qu'il y avait plein de souris là où il était et que donc ça le conduisait à être éveillé toutes les nuits, nuit après nuit, parce que il craignait en fait d'être infecté à nouveau par les souris. Donc en fait, il arrivait dans un état de privation de sommeil total. À nouveau, hein, ces histoires de sommeil, en disant que tous les soirs, évidemment, il appelait le 115 pour essayer de dormir ailleurs, mais qu'il ne trouvait jamais rien. Alors, au-delà des problématiques vraiment de la vulnérabilité résidentielle, il y a toutes les problématiques aussi de mobilité quotidienne en ville, qui sont pourtant vraiment fondamentales pour ces personnes souvent amenées à se déplacer énormément, contraintes à se déplacer énormément, je dirais, hein, contraintes à se déplacer, vous savez ça, hein, pour des rendez-vous administratifs, pour parfois aller se laver, pour aller manger, pour diverses activités, pour trouver un hébergement, même quand le 115 propose un hébergement, il faut pouvoir se redéplacer pour travailler. Et là, ça c'est une chose importante aussi parce que c'est aussi une chose que... Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, pardon, c'est que Médecins du Monde, ce qui est assez intéressant, c'est que vous savez, ils ont une veille mobile, c'est-à-dire un camion en fait qui fait des maraudes, et c'est une porte d'entrée pour la permanence psy. Oui, j'aurais dû le dire tout à l'heure en parlant de géographie. Je pense que ce qui explique aussi le fait que les gens viennent beaucoup, c'est qu'il y a une dynamique d'aller vers initiale, qui n'est pas une dynamique d'aller vers avec des psychologues ou des psychiatres en fait, hein, c'est des médecins généralistes, des interprètes, et puis les travailleurs et les travailleuses de Médecins du Monde, mais d'une certaine manière, on va dire que le lien, la confiance se crée dans l'aller vers et que c'est ensuite parce qu'on repère qu'il y a un besoin de santé mentale qu'on dit aux personnes, bah, viens, tu peux nous retrouver tel jour, on est les mêmes personnes, simplement on est dans un endroit différent. Tu pourras voir des psychologues et des psychiatres. Et lors d'une de ces maraudes, on rencontre un jeune homme très jeune qui a 19 ans. On lui explique la permanence psy parce qu'il explique qu'il a beaucoup de mal à dormir, enfin voilà, il dit depuis que je suis ici, je réfléchis, depuis que je suis arrivé ici, je bois pour faire passer les choses dans ma tête. Donc on lui dit est-ce que ça t'intéresserait, etc. Il semble très intéressé, sauf qu'à un moment il nous dit mais en fait c'est impossible pour moi de venir. Donc il est dans un squat à Vitry lui. C'est impossible pour moi de venir parce que d'abord j'ai pas d'argent pour venir et surtout j'ai peur des contrôles et je peux pas me déplacer. En fait je peux pas venir jusqu'à vous. Alors il se trouve qu'à ce moment-là on peut lui donner des tickets de transport pour que ce soit un peu plus simple de venir, mais la semaine suivante, il vient. La semaine suivante, il vient pas. Et quand on l'appelle, il nous dit bah, j'ai pris 100 € d'amende le week-end dernier, donc c'est terminé pour moi. Je ne prends plus le risque de venir. Voilà. Donc cette problématique des mobilités, en fait, elle est aussi très forte dans l'accès aux soins, enfin dans les difficultés d'accès aux soins elles-mêmes. Bon, je ne reviens pas sur la confrontation avec la violence des forces de l'ordre. On pourra en reparler, mais voilà, l'idée c'est qu'effectivement, on est face à des personnes qui sont finalement jamais réellement autorisées à s'installer en ville, qui sont jamais vraiment autorisées même à exister en ville. Et puis, il y a la question des procédures administratives, voilà, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, que vous connaissez aussi sans doute très bien, mais qui sont hautement génératrices de stress, tant elles paraissent opaques, à raison d'ailleurs, et arbitraires, et tant elles sont aussi synonymes potentiellement de réminiscence, en tout cas de réexposition à un récit traumatique, sans qu'il y ait, mais vous savez ça aussi, beaucoup de précautions qui soient prises au moment de l'énoncer autour des potentiels traumatismes. Donc c'est plutôt, voilà, il y a un risque de renforcement. D'autant que les personnes sont aussi largement confrontées à une suspicion de mensonge, une suspicion, à une méfiance quoi, sur leur récit. Bon, alors, quand j'ai raconté tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Trois choses à mon avis. D'abord, on voit à quel point ces différentes dimensions sont entremêlées, parce que, bon, là, évidemment, je présente les choses de manière un peu schématique, différenciée, mais en fait, tout est intrinsèquement lié, et surtout, c'est intrinsèquement lié, je l'ai dit, aux politiques dites d'accueil, et donc, en fait, à ce que les processus et les catégories administratives rendent possible pour les personnes qui sont concernées, quoi.
Ensuite, ce qui est clair aussi, et ça c'est pareil, c'est une chose que disent beaucoup les psys de Médecins du Monde et les autres que j'ai rencontrés, je vais vous donner une citation qui est plus explicite que ce que je pourrais dire, on soigne des situations de maltraitance, mais eux ne sont pas malades. La plupart du temps, on essaye surtout de colmater des situations intenables qu'ils vivent. Ça, c'est un Médecin du Monde qu'on a pu me le dire. Et ailleurs, dans un autre dispositif, ce qu'on m'a dit, c'est les personnes décompensent progressivement du fait de la vie dans les campements. Et en fait, l'idée, c'est la France qui m'a fait devenir fou. Et en effet, il semble que fondamentalement, il y ait très très peu de cas psychiatriques lourds ou de cas psychotiques lourds. Donc on est plutôt s'il y a si je comprends bien, vous me direz s'il y a des manifestations d'ordre psychiatrique, elles semblent être plutôt en réactionnelle, voilà, je vais le dire comme ça, aux conditions de vie. Et puis la dernière chose qu'on peut évidemment se dire à l'aune de tout ça, c'est qu'il faut un courage et une persévérance impressionnante pour justement non seulement tenir bon face à toutes ces contraintes, mais aussi continuer de revendiquer le soin et d'aller jusqu'au soin. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, le deuxième point que je voulais aborder, c'est une question qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle peut-être vous voudrez réagir aussi, qui est l'idée que ces conditions de grande précarité, on le voit, elles sont génératrices de détresse psychique, mais en plus, d'une certaine manière, elles empêchent aussi le traitement ou le soin, en quelque sorte, et notamment le soin de traumatismes qui ont pu exister avant l'immigration. Puisque là, ce dont je parle, finalement, c'est vraiment de situations liées à l'accueil, parce que c'est des situations donc liées au fait d'être immigré, mais bien sûr, avant d'être immigré, ce sont des personnes qui ont émigré, qui ont eu un trajet migratoire, et on sait à quel point, d'une part, l'émigration est souvent liée au fait de fuir des persécutions, des conflits, des violences, et à quel point aussi le trajet migratoire expose à nouveau à des possibles traumatismes. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, évidemment, en tant que profane, c'est en fait de comprendre assez vite que c'est très peu ces problèmes-là qui sont soignés directement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas soignés ou accompagnés, bien sûr, mais que, en tout cas, c'est très peu ces problèmes-là qui sont à la fois déposés et énoncés par les personnes exilées et quelque part traités par les psys. Et ce que disent les psys, c'est que, en fait, ça leur paraît difficile d'engager, je reprends leur terme aussi, un travail psychique de fond dans les conditions de vie qui sont celles des personnes exilées qui viennent à la permanence. Et que cette grande précarité a souvent pour conséquence que les personnes exilées ne sont pas encore dans un post-traumatique ou dans un temps où le traumatisme peut être vraiment abordé. Alors, pour reprendre les termes d'une bénévole psychologue, elle m'expliquait que compte tenu des conditions, en fait, des conditions de la permpsy, des conditions de vie des personnes, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à ouvrir en termes un peu de boîte de Pandore ? C'est-à-dire que pour moi, c'est quand même assez risqué de s'engager sur un terrain de type thérapeutique avec des personnes pour lesquelles, au niveau du cadre, on est sur quelque chose qui est très instable. Et en effet, le cadre, c'est à la fois les conditions thérapeutiques de la permanence psy, même si, je vous le disais, les gens viennent assez régulièrement, il y a un taux de rendez-vous qui est assez satisfaisant, mais en même temps, évidemment, on ne sait jamais vraiment si les personnes ne vont pas être transférées la semaine d'après dans un sas, dispersées, expulsées. Donc, effectivement, il y a une forme d'incertitude très forte sur la possibilité du suivi. Et puis, par ailleurs, on sait aussi que, comme le dit un psychologue, quand on raccompagne les gens à la porte, on les raccompagne vraiment à la rue, quoi. C'est-à-dire que le cadre qui est ensuite celui de la nuit est potentiellement, évidemment, très peu contenant. Voilà, donc c'est toujours cette idée de garder de la prudence, on me disait aussi, garder suffisamment de prudence pour que cette exposition du sujet vis-à-vis de lui-même ne constitue pas un danger pour lui. Et je trouve que c'est très intéressant, évidemment, cette idée d'être en fait toujours sur un fil, pas forcément d'ailleurs facile à tenir. Bon. Voilà, alors je vais passer un peu plus vite là-dessus. Je voulais dire un mot du fait que, par ailleurs, même si on pourrait se dire, bon, alors a priori, cette permanence psy n'est pas le lieu, en effet, de traiter, s'ils existent, ces traumatismes antérieurs. On pourrait se dire, et c'est un peu l'idée au départ de la création de la permanence psy Médecins du Monde, que c'est une étape dans un parcours de soins qui conduirait ensuite, je parlais de temporalité, dans un temps un peu plus long, à aborder ces questions. Le problème, et ça c'est aussi un problème que je rencontre dans d'autres structures, c'est qu'en fait, à Médecins du Monde comme ailleurs, on n'a quasiment pas de possibilité d'orienter les gens.
Donc en fait, cette espèce d'idée qu'il pourrait y avoir des étapes, une fluidité dans un parcours de soins, elle est un peu illusoire et elle crée une complexité aussi dans la pratique des psychiatres et des psychologues qui, comme beaucoup d'autres dispositifs, sont conscients et conscientes du fait qu'ils n'ont pas ou elles n'ont pas vocation initialement à proposer du suivi thérapeutique, mais plutôt à faire de l'orientation, mais que dans les faits, l'orientation est extrêmement difficile. Alors évidemment, quand il y a vraiment des situations qu'il nécessite, pour le coup, évidemment, Sainte-Anne, enfin, le CPOA, c'est une orientation peut-être la plus courante, mais au-delà de ça, et c'est vraiment bon, quelque chose que vous connaissez sans doute aussi, il y a un certain nombre de problématiques qui m'apparaissent comme étant des problématiques structurelles, justement, de la santé publique, la santé mentale publique, qui ne permettent pas les orientations. Bon, vous les connaissez sans doute, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais entre les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous d'une part, la grosse problématique de l'interprétariat. Je crois que j'ai oublié de dire une chose encore fondamentale, qui est qu'à Médecins du Monde, il y a des interprètes en présentiel toutes les semaines, qui sont les mêmes interprètes chaque semaine. Et même si c'est aussi des choses qui se discutent, qui se réfléchissent, en fait, c'est quand même tout à fait essentiel, puisqu'on est avec un public très largement de primo-arrivants, primo-arrivantes. Donc, c'est une possibilité du soin très importante, bon, qu'on ne retrouve pas forcément, notamment dans le droit commun. Donc, voilà, ça, c'est une autre problématique. Donc, en fait, ça place Médecins du Monde, plutôt les membres de l'équipe, dans une situation qui est assez courante, mais qui est un peu intenable, de dire à la fois on pallie de fait des déficits de l'action publique que par ailleurs on dénonce, mais donc d'une certaine manière... C'est une forme de paradoxe aussi, de dire il faut privilégier l'orientation, mais en fait, on n'est pas capable de le faire. Et puis, bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles on n'oriente pas aussi les personnes. C'est que lorsque le lien est créé, lorsqu'on est face à des publics qui, par ailleurs, vivent des ruptures de manière très récurrente, c'est aussi compliqué de proposer sans cesse des changements de prise en charge, quoi. Voilà. Alors, je vais passer à ma troisième partie, peut-être pour pas prendre trop de temps. J'ai absolument pas regardé l'heure. Alors, pour terminer, je voulais dire, et ça fait écho finalement à ce qu'on a raconté un peu avant, c'est la manière dont, ce qui, à mon sens, permet de dire que la permanence psy est un espace d'hospitalité et même un peu un espace micro-local, puisque c'est simplement quelques salles au cœur de Paris. Alors, il y a d'autres dispositifs qui ont la même fonction. Mais cette idée, à mon avis, d'hospitalité micro-locale est assez importante à penser. Il y a une psychiatre à Médecins du Monde qui dit toujours, qui répète assez souvent qu'en fait, on ne fait pas de soins sans hospitalité. Et je pense que c'est assez fondamental dans la pratique et dans la manière là de travailler. Et peut-être la première dimension, c'est vraiment de faire de ce lieu un espace sûr, un espace sécure, avec une sécurité qui est à la fois psychique, bien sûr, mais qui est aussi physique. Et une des particularités de la permanence psy, c'est d'offrir un accueil collectif, ce qu'on appelle un accueil collectif. En fait, c'est simplement l'idée que les gens ne viennent pas juste consulter, mais peuvent aussi, ont dans les locaux une salle au sein de laquelle ils peuvent se réunir. Il y a des bénévoles qui sont là, mais enfin l'idée c'est que c'est ouvert, on n'est pas obligé d'y faire quelque chose. Il y a des jeux de société, il y a des livres, il y a des dessins, il y a des interprètes, il y a du thé, du café, mais on peut simplement s'y poser. Et ce qui est intéressant, mais bon, comme un accueil de jour d'une certaine manière, mais dans une dimension plus réduite et plus articulée quand même à une vertu thérapeutique, c'est justement de pouvoir y rester avant, après une consultation, ou même un jour où on n'a pas de consultation. Et là, mais comme dans tous les lieux d'accueil de jour, pour le coup, qu'on connaît, on observe des personnes qui restent effectivement, qui rechargent leur portable, qui se rechargent un peu elles-mêmes, qui s'endorment, qui discutent, qui investissent le lieu, qui investissent les interactions, ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui restent là sans parler à personne, en tout cas pendant un temps. Mais en tout cas, cette idée, je crois, de pouvoir proposer un moment de repos, et de repos même du corps, pas uniquement de l'esprit, ça paraît assez fondamental dans l'hospitalité qui est possible. Et je crois que ça souligne une vertu thérapeutique de l'espace lui-même, justement, dans cette possibilité de restaurer de l'intime à un moment, ou de la sécurité, même, je crois que le terme est assez important. L'autre chose, c'est que dans la permanence psy, même si évidemment c'est un lieu de parole d'une certaine manière, on le voit par rapport à ce que je viens de dire, il n'y a pas non plus d'injonction à la parole. Et ça, dans les dispositifs dits d'accueil, finalement, c'est assez rarement le cas. Donc c'est, à mon avis, quelque chose aussi à peut-être,
mettre en avant parce que ça a été d'ailleurs un des échos des personnes exilées dans les premiers temps de dire mais en réalité ici on vient et on raconte notre histoire sans qu'il y ait derrière un objectif, un attendu et quelque part même, et ce que je racontais tout à l'heure, en fait les personnes sont évidemment pas tenues de raconter les raisons pour lesquelles elles sont venues en France. Enfin, si elles ont envie de parler uniquement de la tente et du froid qui fait dehors, bah, elles parlent uniquement de la tente et du froid qui fait dehors. Donc c'est tout à fait différent des autres interactions qui existent dans le cadre des politiques d'accueil, qui sont beaucoup, alors autour de leurs paroles aussi, mais autour de leurs paroles avec un certain cadre. C'est frappant aussi d'entendre à quel point, par exemple, les récits des violences qui sont subies sur le trajet migratoire sont largement minimisés dans les procédures administratives. Donc, par exemple, c'est assez fréquent que les personnes parlent beaucoup de ça en disant « mais je comprends pas, à l'OFPRA, ils ont l'air d'en avoir vraiment rien à foutre de ce qui m'est arrivé en Libye, mais moi, c'est de ça dont je veux parler quand même. » Et voilà, donc ce lieu qui est à la fois une écoute ouverte, mais à la fois pas d'injonction à la parole, avec beaucoup, là je vais très vite et puis je suis dans un truc très positif, mais bien sûr, il y a beaucoup de discussions et de réflexions sur, justement, il y a un enjeu, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, il y a un enjeu dans l'interprétariat, qu'est-ce qui est traduit, qu'est-ce qui n'est pas traduit. Évidemment, là je lisse un peu les choses, mais tout ça est très important. Et puis, je dirais aussi que Médecins du Monde, ça c'est une particularité sans doute de ce dispositif, c'est que les postures d'hospitalité, c'est aussi des postures politiques, ou en tout cas militantes. C'est-à-dire que c'est aussi la possibilité, dans une association comme Médecins du Monde, qui n'est pas toujours le cas dans d'autres dispositifs plus institutionnels ou plus financés par l'institution, d'avoir un plaidoyer et des postures de dénonciation et de critique ouverte des politiques migratoires et de proposer une inconditionnalité totale de l'accueil. Voilà, ça c'est quand même assez important. Bon, pour vraiment terminer, je dis trois éléments qui me paraissent être des formes de tension, c'est-à-dire que si cette hospitalité est très largement déployée au sein de la permanence psy, il y a quand même un cadre qui est très contraignant, qui est celui des politiques migratoires, et que donc, d'une certaine manière, ce cadre s'impose aussi aux praticiens et aux praticiennes. Donc il y a aussi des problématiques parfois pour parvenir à aller jusqu'à l'hospitalité souhaitée. Une première chose qui me paraît très intéressante, c'est dans la posture psychanalytique qui est celle qui réunit tous les psychiatres et psychologues de Médecins du Monde, l'idée vraiment de toujours vouloir considérer les personnes reçues comme des êtres de désir, comme des sujets à part entière, et donc là, d'accorder une importance justement à ce sujet. Et à la fois, c'est parfois difficile à tenir parce que précisément, on est face à des personnes, enfin en tout cas les psys sont face à des personnes et sont très conscients du fait que les personnes sont très insérées dans des besoins, très insérés dans des nécessités, dans des précarités, et que on peut pas, il et elle ne peuvent pas ignorer que même si ce sont des personnes, des êtres de désir, leurs besoins sont extrêmement présents, voire envahissants. Donc il y a là tout un travail un peu de dentelle. Certains psys me disaient qu'ils étaient en permanence sur le fil parce que, je reprends une citation, se demandant sans cesse s'ils s'occupent essentiellement d'un être humain à part entière, avec des désirs aussi valides que les nôtres, ou bien s'il faut qu'on accompagne la précarité. Et donc, c'est un peu une autre position. Ça, c'est une première tension. Une deuxième tension dans la pratique, c'est celle de l'inconditionnalité. J'en ai dit quelques mots déjà. La question de l'inconditionnalité, c'est essentiel au sein de la permanence de Médecins du Monde. Et à la fois, la problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui... Alors, c'est minoritaire, vous le savez, mais lorsque les personnes obtiennent un statut de réfugié, lorsqu'ils sont demandeurs ou demandeuses d'asile, en théorie, on devrait pouvoir penser que la prise en charge se termine d'une certaine manière. Or, ça n'est pas, dans les faits, ça n'est pas faisable de cette manière-là, j'en ai dit quelques mots. Et cette question-là revient fréquemment dans les discussions quand même des praticiens et des praticiennes. Finalement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question du statut administratif? Est-ce qu'on est un dispositif qui a vocation justement à accueillir les personnes les plus précaires administrativement et à les accompagner jusqu'à, on l'espère dans les meilleurs des cas, voilà, une stabilisation? À la fois, en effet, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même très compliqué d'orienter, même... en termes d'approche clinique, c'est quand même difficile aussi de dire aux gens simplement bon bah voilà, nous avons terminé, d'autant que force est de constater que évidemment l'obtention de papier, pour le dire de manière un peu triviale, ça signifie pas du tout loin de là l'accalmie psychique. Au contraire, ça peut même être au contraire le redéploiement d'une autre temporalité psychique qui peut générer d'autres formes d'angoisse. Ça peut être synonyme d'une potentielle rupture plus forte aussi avec les personnes qu'on a quittées, le pays qu'on a quitté, une nouvelle forme de projection.
Et puis aussi un temps de disponibilité psychique peut-être plus grand. Donc en fait, on voit bien que c'est pas du tout un moment où on peut assez facilement dire aux personnes, bon ben voilà, c'est terminé. Tout. Alors, évidemment, il y a un moment quand même de satisfaction qu'on ne boude pas. Mais cette articulation compliquée à tenir entre on est dans une approche inconditionnelle et en même temps, à quel moment est-ce qu'on devrait réfléchir à ce que signifient les statuts administratifs des personnes qu'on accueille. Et puis la dernière chose que je voulais souligner, c'est une chose qui est une tension entre deux postures peut-être. Alors, ce qui est particulièrement intéressant aussi à Médecins du Monde, je pense que chacune ici est consciente de l'intérêt de ce type de pratique, ce sont les supervisions qui permettent à l'équipe de justement réfléchir, avoir une forme de réflexivité assez poussée sur ces pratiques. Et au sein de cette supervision, il y a une tension qui est souvent travaillée entre une posture d'impuissance et une posture de toute puissance. Et la posture d'impuissance, elle est importante parce que, en fait, c'est une chose que j'ai pu retrouver chez toutes les personnes soutien des personnes exilées, qu'elles soient psychiatres, psychologues ou pas. C'est-à-dire cette idée que depuis 2015 et parfois bien avant, on est quand même en permanence en train de se heurter aux politiques migratoires et donc d'avoir l'impression de faire des petites choses, certes sans doute très utiles, mais finalement qui transforment assez peu les choses. Donc c'est le sentiment d'impuissance, je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait de raccompagner un patient, une patiente à la porte en sachant qu'il est ou elle dort dans la rue. Et donc cette tentation parfois, quand je parlais de toute puissance, ça peut être aussi la tentation parfois de se dire mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu, non pas en tant que psychiatre ou psychologue, mais qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. C'est compliqué en tant que personne de ne rien faire. Alors, je ne dis pas que les psys ne font rien, évidemment, parce qu'au contraire, je pense qu'ils et elles font un travail formidable, mais je parle plutôt des questions concrètes. Et sur toutes ces questions-là, de savoir comment se positionner, comment réussir à accepter le sentiment d'impuissance. Bon, je dois dire que parmi les soutiens auprès de qui j'ai enquêté, c'est quand même chez les psychiatres et chez les psychologues que j'ai trouvé le plus de réflexivité et d'interrogation là-dessus. Voilà, bon, je m'arrête là et puis je pourrais peut-être préciser s'il y a des questions. Mais... Merci beaucoup, c'était passionnant. Et je vous dis merci doublement puisque je vous sais gripper, mais vous nous avez sauvé la mise cet après-midi. J'avais 2 commentaires à faire et puis une question à vous poser avant de laisser la parole aux participants. Le premier commentaire, c'est ce que vous avez dit au début de l'intervention et cette articulation très très étroite, très forte, peut-être plus qu'auprès des autres publics, entre la chose politique et la chose psychique, avec une articulation qui est nettement plus directe. Probablement qu'au sein d'autres publics, ça passe par d'autres sphères, d'autres médias, d'autres vecteurs. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus unilatéral ou beaucoup plus direct. Et puis la deuxième remarque, le deuxième commentaire que je voulais faire, vous avez évoqué la fabrique de l'errance, de cette fabrique de perte de repères en quelque sorte, chez des gens qui ont été bousculés dans leur biographie et leurs existences. Je me souviens, il y a un an, on avait reçu ici Sylvie Zucca qui avait écrit un article intitulé Le syndrome de Dublin, et elle parlait de la fabrique de la folie à l'ère du tout gestionnaire européen, pour reprendre ces termes. Et on pourrait aussi parler de la fabrique de l'impuissance de l'autre côté. C'est encore une fois un terme que vous avez utilisé. Peut-être que vous pourrez un petit peu faire écho justement à ces remarques. Et puis moi j'avais une question plus directe. Vous avez parlé de 2015, qui était le début de votre parcours et de votre réflexion auprès de ce public-là. Je sais que vous avez coordonné un ouvrage sur le sujet. Quel regard vous portez en 9 ans, 2015-2024, sur l'évolution et sur les réponses qui ont été données aux problématiques qu'on peut rencontrer ? Ouais, merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question parce que
Je pense qu'en fait, elle me permet de dire des choses sur les remarques précédentes. 2015, c'est une date qui est une date un peu charnière, dans le sens où c'est l'apparition dans l'espace public, justement, des campements de rue dont j'ai parlé. Ça ne signifie pas qu'auparavant, il n'y ait pas eu de personnes exilées très précaires à la rue. Il y avait aussi des formes d'habitat informel dans les espaces publics. Mais c'est vrai que 2015, c'est un moment de visibilité du phénomène, en fait. C'est pour ça. Et c'est comme accompagné également du vocable de la crise migratoire, alors qui a été quantitativement, on va dire, peut-être justifié par une augmentation des dépôts de demandes d'asile. Bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs trop techniques de démographie, mais en fait, les données démographiques sont très claires sur le fait que très vite, c'est revenu à un niveau qui était tout à fait celui qui existait précédemment. Et par ailleurs, mais vous le savez bien, une demande d'asile n'est pas l'obtention d'un statut de réfugié. Donc tout ça est tout à fait à remettre en perspective. Ce qui est assez troublant, si vous voulez, c'est qu'entre 2015, 2016, 2017, voilà, les premiers mois, les premières années, il y a quand même eu un sentiment, en effet, de crise au sens de découverte, d'une certaine manière, ou en tout cas de nécessité de réagir à quelque chose qui se déroulait dans l'espace public. Et je dis ça de la part des institutions publiques, de la part des acteurs associatifs, qui n'étaient pas forcément toutes et tous très formés aux questions de l'asile, aux questions du droit. Donc, bon, effectivement, qui découvraient peut-être un public de ce point de vue-là. Quand on est 9 ans après et qu'on a le sentiment d'observer depuis 9 ans absolument les mêmes processus, les mêmes, je le disais tout à l'heure, dispositifs de dissuasion, d'occupation de l'espace public, de dispersion, je parlais des grosses pierres qui sont en ce moment sous le pont d'Austerlitz, il y avait les mêmes en face du CPA à Porte de la Chapelle en 2018. Donc, en fait, ce qui interroge plutôt, c'est une forme de routinisation de la crise, quoi. C'est-à-dire l'idée que ce qui a été appelé crise à un moment continue d'être appelé crise 9 ans après. Bah, ça nous interpelle à qui ça sert d'appeler ça la crise. Voilà, mais bon, d'une certaine manière, c'est vrai que ça pose un peu un problème de réflexion d'action publique et de mise à l'agenda des questions de l'action publique. En fait, je crois que cette approche-là, elle vaut beaucoup plus généralement pour les politiques d'hébergement d'urgence, pour les politiques de gestion de la précarité depuis avant 2015. C'est-à-dire qu'il me semble que, en gros, ce n'est pas une découverte non plus en 2015 qu'il y a des manques de places d'hébergement dans les dispositifs institutionnels. C'est quelque chose qui est relativement su. Bon. Et malgré tout, le vocable de la crise, s'il dit quelque chose, c'est un peu cette idée qu'on s'est habitué à gérer l'accueil, je vais parler d'accueil puisque c'est la terminologie d'aujourd'hui, mais je pourrais le dire de l'hébergement de manière générale, sous le signe de l'urgence. Voilà, on s'est habitué à ce que ce qui gouverne, ce soit l'urgence. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais mettre en avant. Et sur la question de la fabrique de l'errance, effectivement, ce qui est un peu interpellant, c'est que il y a un côté absurde de cette routinisation des campements de rue qui se déploient, qu'on résorbe, et puis on envoie les gens, et puis on se dit on va les disperser, puis ça va marcher, puis ça marche pas, les gens reviennent. Il y a un côté, c'est quasiment, c'est presque incroyable. Voilà, la fabrication de l'errance, c'est ça en fait. C'est que on crée, c'est une production légale de l'errance. On met les gens en mouvement en permanence, et je crois que cette logique de mise en mouvement, justement, elle interpelle parce que c'est la logique des politiques dites d'accueil. Alors qu'on pourrait penser l'accueil, au contraire, comme l'idée de favoriser l'ancrage, à plus ou moins long terme, mais l'idée d'autoriser les gens à s'installer, en fait, à exister dans un espace, qui serait un espace, en l'occurrence, un espace urbain. Alors que là, on est vraiment dans l'idée plutôt de la dispersion à l'échelle locale, dispersion dans l'espace public. À l'échelle nationale, bon, vous connaissez les SAS régionaux, mais avant les SAS régionaux, d'autres dispositifs de dispersion géographique existaient. L'idée qu'on déconcentre le plus possible, en particulier la région francilienne et le Calaisie, pour répartir les gens sur le territoire national. Ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose qui m'échappe là. Mais, bon. Oui, alors c'était autre chose, mais c'est pas grave, ça va me revenir plus tard. C'est pas du tout important sans doute. Non, sur l'articulation, peut-être une chose qui me vient, mais là c'est que, en fait, et ça c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, je pose souvent la question aux psychiatres, aux psychologues que je rencontre, et peut-être qu'on peut la poser aussi aux travailleurs et aux travailleuses sociales. Est-ce que c'est particulier ? Est-ce
est-ce que vous repensez, vous refaites différemment vos pratiques professionnelles face à ce public de personnes exilées très précaires? Qu'est-ce que ça change au fond? Et c'est intéressant parce que je pense justement que ce qui change sans doute, c'est ce croisement peut-être entre des problématiques politiques et des problématiques publiques. Alors pour le dire du point de vue de la clinique, ce qui m'est souvent expliqué, c'est que c'est justement une clinique qui est à la croisée de la clinique de l'exil, la clinique du psychotrauma quand même dans beaucoup de cas, et la clinique de la grande précarité. Ça, c'est aussi des choses à Médecins du Monde qui sont énoncées dans ces termes-là. Et je trouve ça assez important parce qu'en effet, ce qu'on voit aussi, si on prend plutôt la dimension, on va dire, la sociologique, c'est que les personnes qu'on a en face de nous, en fait, elles-mêmes sont prises dans l'intrication de plusieurs dominations, de plusieurs positions sociales qui sont des positions sociales très dominées, qui sont à la fois celles d'être primo-arrivantes. Bon, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être primo-arrivante? En gros, c'est une manière de dire que c'est des personnes qui ne vont pas rejoindre des vagues migratoires préexistantes, qui donc ont moins de ressources peut-être que lorsque l'on rejoint des personnes dont l'installation en France est plus ancienne. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc c'est une forme de précarité déjà en soi, mais elle est en effet doublée à la fois de la précarité socio-économique et quand même de la précarité qui est générée par les politiques très restrictives, sécuritaires et, comme je le disais, de mise en circulation plus que d'accueil. Je souscris totalement à cette conclusion que vous avez formulée au début de votre intervention sur justement la prééminence du psychosocial sur le traumatisme. Ce qu'on constate nous aussi en consultation, c'est généralement le premier facteur qu'on nous rapporte quand on essaie de répertorier les sources de la souffrance. C'est avant tout la procédure du Blain, le fait d'avoir été débouté, le fait que le tribunal administratif ait repoussé le rendez-vous, etc. Mais ça, c'était contre-intuitif pour moi, si vous voulez. Et ça l'était pour nous aussi. Oui.